Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Pour cette première vidéo de notre saison 2, je voulais aborder un sujet qui sera un peu notre fil rouge tout au long de l'année, la censure des médias, la censure des paroles divergentes, la censure de ceux qui tentent de penser différemment. Et pour en parler, nous sommes avec deux invités. Idriss Aberkan, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, conférencier, titulaire de 3 doctorats en économie de la connaissance, littérature comparée, relations internationales et auteur évidemment de ce livre à grand succès, Libérez votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société. C'était chez Robert Laffont. Vous avez également publié dernièrement Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé aux éditions Robert Laffont. Puis je crois qu'il y a un dernier livre, Idriss Aberkan, que je n'ai pas dans mes fiches. Est-ce que vous pouvez le citer ? Alors, il y a L'âge de la connaissance et puis mon ouvrage de poésie qui s'appelle I. L'âge de la connaissance, et puis d'accord, et bien voilà. Et je crois que l'âge de la connaissance est également chez Robert Laffont, puisque vous êtes un homme fidèle dans votre maison d'édition. Tout à fait. Je me tourne également vers Pierre-Yves Rougiron. Bonjour Pierre-Yves Rougiron. Bonjour. Vous êtes juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et président du Cercle Aristote. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais, premier jour de notre reprise de matinale, nous devions d'aborder ce sujet majeur que celui des médias indépendants, la censure et la censure directe ou indirecte et l'aboiement des médias et des plateformes aux ordres. Alors il y a plusieurs actualités à ce sujet. D'abord celle de Vincent Pavant, maître de conférence en mathématiques à Aix-en-Provence, président de Réinfo Liberté, qui sera d'ailleurs notre invité demain en exclusivité. Il a été sanctionné par son université d'1 an de suspension et de la privation de la moitié de ses traitements pour avoir tout simplement osé condamner ouvertement le port du masque. Et puis il y a cette actualité nous concernant, notre chaîne YouTube qui finit par rencontrer un certain succès. Nous avons aujourd'hui 114 000 abonnés. Nous avons tenté de la monétiser. Eh bien voici la réponse reçue il y a quelques jours que nous avons postée sur les réseaux sociaux. Notre chaîne donc est refusée de cette monétisation car son contenu est, je cite, nuisible et préjudiciable. Nous sommes nuisibles pour les spectateurs. Voilà ce que nous répond YouTube. C'est intéressant. Nous avons aussi cet article qui a été publié par Libération le 17 août dernier. Chez les complotistes, le financement participatif comme modèle de business, citant notamment Carl Zero. La complosphère, selon Libération, recourt massivement à cet appel aux dons et demande toujours plus d'argent. Alors voilà, Libération qui voit Carl Zero comme étant un complotiste et honti. Puis il y a évidemment cette affaire de l'Express Gate dont on va parler évidemment avec Idriss Aberkan. Peut-être Idriss Aberkan, je me tourne tout de suite vers vous pour qu'on puisse résumer cette affaire qui s'est passée durant l'été. Ça a commencé par un premier article de l'Express qui a été publié ensuite sous ce titre, raccourci scientifique, effet gourou, le développement personnel à la sauce Aberkan. Sauf que vous aviez demandé de enregistrer cette interview qui s'est faite sur Zoom, vous l'avez enregistré et vous en avez vous-même reproduit la vidéo. Donc nous avons 2 versions de cette interview l'Express. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Idriss Aberkan ? Eh bien, merci. L'Express Gate, avant tout, c'est une tentative de l'Express d'empêcher le journalisme, de tuer le journalisme. C'est-à-dire que oui, comme Akhenaton, j'avais filmé leur interview parce que je savais que les deux séides de l'Express n'allaient pas pratiquer le journalisme. J'en avais été prévenu et je savais très bien qu'ils allaient assassiner la charte de Munich en bonne et due forme. J'ai pas été déçu. Mais donc j'avais enregistré l'interview pour bien montrer que ce qu'ils écriraient dans leur article serait l'opposé de la vérité et de la vérité qu'ils connaissaient. Ils ne pourraient pas plaider l'ignorance de cette vérité. De toute façon, quand on est journaliste, plaider l'ignorance, c'est tout de même un petit peu casse-gueule. Alors j'avais cette vidéo et je leur ai annoncé que après la parution de leur article, qu'ils étaient libres de faire comme ils l'entendaient, eh bien je ferais paraître cette vidéo. Et là, alors
immédiatement, toutes les foudres juridiques de l'Express ont essayé de s'abattre sur moi. Ils m'ont envoyé une lettre d'avocat faisant savoir que la publication de cette vidéo serait une atteinte à la vie privée de leurs journalistes, sanctionnée par le code pénal. Évidemment, je le savais moi-même, mais j'ai pris un avocat spécifiquement pour ce dossier, maître Jason Benizri, que je salue d'ailleurs, et qui m'a dit évidemment en un coup de fil, écoute Idriss, c'est n'importe quoi ce qu'il te raconte, c'est du flan, c'est de l'intimidation, ils n'ont aucune base pour t'interdire de sortir cette vidéo, à part peut-être si tu la sortais avant leur article, mais de toute façon, ce n'est pas ce que tu vas faire. Et donc, j'ai sorti cette vidéo. Et là, immédiatement, les journalistes de l'Express, alors qu'ils se font vraiment laminer dans cette vidéo, tout le monde a été d'accord là-dessus. On a eu beaucoup de médias libres et indépendants qui ont confirmé qu'ils se sont fait détruire aussi bien déontologiquement qu'argumentativement, parce que malheureusement, cette vidéo est vraiment le symbole de ce qu'est devenu la presse. Alors c'est François qui a eu la gentillesse et le courage de la publier, mais donc on avait l'avocat de l'Express qui disait non, c'est une atteinte à la vie privée, ce qui encore une fois était totalement faux. Et c'est ça l'Express Gate, c'est quand vous avez des journalistes qui vous envoient leurs avocats pour vous empêcher de pratiquer le journalisme. Et l'aboutissement de l'Express Gate, c'est que humilié, mais vraiment absolument humilié par la sortie de cette vidéo, eh ben l'Express a réécrit un article dans lequel, tenez-vous bien, ils écrivent alors, ça serait bien quand même de mettre à jour la charte de Munich parce que bon, la charte de Munich n'est plus actuelle, vous comprenez, elle est plus actuelle pour le journalisme. Donc, je pense qu'il faudrait modifier la charte de Munich. Ben voyons. Et ils ont pris un blogueur pour écrire ça, pour cette sale besogne. Ils pouvaient quand même pas prendre un journaliste doté de sa carte de presse pour écrire une bêtise pareille. Donc ils ont sorti un blogueur des égouts d'Internet pour aller écrire réellement. Eh bien, il faut changer la charte de Munich. Et c'est ça l'Express Gate. C'est quand vous avez des journalistes qui assassinent le journalisme. Alors, le deuxième article, en effet, dont vous parlez, s'intitule ainsi « La charte de Munich, nouveau totem des complotistes contre les médias ». Voilà, donc la charte de Munich, qui est la charte, normalement, de déontologie des journalistes, c'est le totem des complotistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment tout rapporter à chaque fois aux complotistes. Je vous propose, pour qu'on continue seulement de bien comprendre cette affaire, avant d'élargir également avec Pierre-Yves Rougeron sur ce que cela signifie dans le monde médiatique aujourd'hui, et puis tout simplement dans le monde des idées. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette interview, Idriss Aberkane, le moment où vous avertissez donc Victor Garcia et Alexis L'Hospital de l'Express, vous les prévenez que cette interview sera enregistrée et diffusée. Cet enregistrement est conçu spécifiquement pour étudier dans quelle mesure vous allez être fidèle, par exemple, à la charte de Munich. Et je D'accord. Non, mais je comprends, vous nous dites ça. Ça aurait été mieux que ce soit clair directement dans les mails. Mais ok, en fait, c'est nous qui procédons à une interview. Là, c'est nous qui sommes journalistes. Vous voyez, on va pas inverser les rôles. Mais il n'y a aucune inversion. Vous êtes tenu à la réciprocité et vous devez rendre des comptes de ce que vous écrivez et de ce que vous dites. C'est normal. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. On est d'accord. Alors, figurez-vous que c'est absolument la première fois que j'interviewe quelqu'un et qui nous dit non, mais je vais aussi vous interviewer pendant cette interview. Alors, rassurez-vous, je ne vais vous poser qu'une seule question, Victor Garcia, ce sera la seule et ensuite je répondrai uniquement à vos questions. Bon, comme ça, on est bien. J'ai une seule question à vous poser. Victor Garcia, vous sentez-vous en conflit d'intérêts patent étant donné vos liens très proches avec les réseaux dits zététiciens sur Internet? Pensez-vous que vous pouvez mener cette interview d'une façon neutre? Je vous écoute, c'est la seule question que je vous pose. Et vous savez, vous avez même le droit de la fuir, cette question. Écoutez, j'ai pas de conflit d'intérêt patent avec qui que ce soit. D'accord, donc vous estimez que vous n'avez pas de conflit d'intérêt, c'est votre réponse. J'ai pas de conflit d'intérêt, je me sens parfaitement compétent pour mener cette interview de manière neutre, tout à fait. Voilà, vous comprenez bien en tout cas la tension qui règne entre Idriss Aberkane et les deux intervieweurs officiels, en tout cas Victor Garcia, Alexis L'Hospital de l'Express. Ce qui était très intéressant, Idriss Aberkane, et c'est là où je voudrais élargir avec Pierre-Yves Rougeron, c'est que finalement vous renversez un petit peu la vapeur, vous-même vous présentez les journalistes face à leurs contradictions, face à leurs éventuels conflits d'intérêts. Vous en parlez au sujet de Victor Garcia. Est-ce que c'est ça, Pierre-Yves Rougeron, finalement peut-être aussi une des solutions pour mieux répondre à ce journalisme qui ne souhaite aujourd'hui n'aller que dans un sens? Une des solutions efficaces, une des seules que nous avons. Parce qu'il faut bien comprendre l'heure qu'il est dans le débat en Occident. Aujourd'hui, vous avez des pressions multiples qui s'exercent sur les maisons d'édition, sur les médias alternatifs,
sur les journalistes encore encartés qui font encore leur boulot, sur les patrons de presse, et vous avez des pressions internes et externes. C'est-à-dire que il n'y a pas, même plus de besoin d'une censure, d'une censure verticale. Aujourd'hui, on est face à une censure polycentrique que chaque journaliste porte en lui. Il a été sélectionné pour, il l'a comme surmoi à l'école, parfois même il la désire parce qu'il a profondément une âme de commissaire politique. Moi, je suis interrogé à intervalles réguliers par l'école de journalistes de Strasbourg. Je peux dire qu'il y a au moins un tiers du cheptel. Et ça devient, disons, une espèce de panoptique de censure multidirectionnelle contre laquelle nous n'avons que très peu de textes juridiques. La Charte de Munich est l'un des seuls qui nous reste, avec d'ailleurs ses lacunes, que par exemple elle est très difficilement sanctionnable. Et nous avons avant tout aujourd'hui une censure qui maintenant s'affiche idéologique et qui frappe directement au portefeuille. Tout à fait. Ça, c'est le cas, on l'a vu pour notre chaîne YouTube, mais ce n'en est qu'un seul parmi bien d'autres. J'imagine, Pierre-Yves Rougeron, que vous aussi, vous avez été touché au portefeuille, comme tous les médias, en effet, qui souhaitent avoir une parole indépendante. Non, disons que, alors, nous, on a été victime de l'absence de prescription. C'est-à-dire que nous, on nous sanctionne de temps en temps sur les vieilles vidéos. Alors moi, le problème, c'est que, comme vous le savez, le Cercle Aristote fait avant tout de l'éducation populaire. Donc on fait des documents qui se périment très difficilement. Parce qu'on fait des trucs qui ont vocation, c'est pour ça que c'est des choses un peu longues, ça dure 1h30, parfois 2 heures, à rester un petit peu. Mais aujourd'hui, nous devons nous défendre juridiquement. Là, par exemple, on a été sanctionné pour une vidéo de Gérard Delépine, qui date de plusieurs années. Donc maintenant, alors que je rappelle que les délits de presse qui étaient avant de 3 mois, ils ont été élargis. Donc, mais YouTube n'en a qu'un. Un simple signalement pour une vidéo faite il y a 5 ans, il y a 10 ans, eh bien, vous prenez un scud. Ça ne pose de problème à personne. Et puis de toute façon, comme vous n'appartenez pas au camp du bien, qui s'en souciera? Oui, et puis Gérard Delépine, précisons-le, est un médecin spécialiste des questions de cancérologie, qui est tout à fait diplômé pour parler, et donc il n'y a aucune raison de vouloir le censurer plus qu'un autre, en fait. Ah mais totalement, la seule chose, c'est que c'est là où nous voyons que nous avons quitté le monde de la censure, ce qu'on appelait je reprends le terme de François Bernard Huyck, ce qu'on appelait le monde de la soft idéologie des années 90. Ce monde-là, on l'a quitté. Parce que la soft idéologie, c'était de dire, si vous avez pas, si on trouve que vous n'avez pas le CV pour parler, on vous coupera le micro, mais si vous l'avez, on vous tolérera en vous mettant en bout de table, cas Montagnier, cas Delépine. Et si vous apparteniez à des minorités protégées, là, pour le coup, on vous laissait dire en vous écoutant d'une oreille distraite. Mais depuis les lynchages d'Éric Zemmour, depuis certaines affaires de liberté d'expression ayant visé des gens qui étaient couverts par l'antiracisme idéologique des années 90, aujourd'hui, un jour, un journaliste de Libération, de Street Press, aujourd'hui passé via Mediapart à Libération, me l'avait dit concernant une personnalité du camp souverainiste qui fait partie d'une minorité sexuelle, ce qui est tout à fait son droit. Eh bien, on l'attaquera sur sa vie privée parce que maintenant, on a eu autorisation d'eux. Donc, et aujourd'hui, il n'y a plus de totem d'immunité à aucun moment. Idriss Aberkane, vous aussi vous sentez cette évolution. Ce qui est intéressant également, c'est que vous, Idriss Aberkane, vous étiez tout de même, on va dire, pour utiliser un terme aujourd'hui très à la mode, mainstream, c'est-à-dire que vous étiez invité dans tous ces médias, et soudainement, est-ce que vous comprenez pourquoi ou pas? Est-ce que c'est l'évolution de la société et des médias, ou est-ce que c'est vous qui avez évolué? Il y a ce changement de position, une méfiance, voire aujourd'hui une dénonciation, une stigmatisation même. Oui. C'est un mélange des deux, parce que c'est vrai que j'ai été éditorialiste au Point longtemps, et je dois avouer que le Point, en ce qui me concerne, a toujours été extrêmement fair-play. Mais c'est à la fois une évolution des médias et une évolution de la société. En ce qui me concerne, ça a commencé quand j'ai défendu le professeur Raoult. Parce que je suis biologiste de formation, j'étudiais Raoult quand j'étais en licence, je savais qui c'était,
Et quand j'ai vu des journalistes qui avaient peut-être une licence de lettres au maximum se prétendre scientifiques, d'ailleurs dans l'interview qu'a publié François pour l'Express Gate, on voit bien un journaliste de l'Express qui se déclare scientifique alors qu'il ne l'est pas du tout et qui croit être scientifique en ayant écrit des articles de commentaires. Alors je lui dis très bien dans l'interview, je lui dis bon, écoutez, quelqu'un qui est dans les tribunes, il joue pas au foot, faut être très clair. Un journaliste de foot, un journaliste de l'équipe, il est journaliste de l'équipe, il n'est pas footballeur. Il peut être ancien footballeur s'il en a les preuves, mais c'est pas votre cas. Eh bien, quand j'ai commencé à défendre Didier Raoult, en effet, là, il y a eu un blackout total dans les médias et je l'ai vu à la sortie de mon dernier livre où très peu de médias m'ont invité pour en parler. Certains ont eu ce courage parce que bon, ce livre a eu de bons échos et d'ailleurs de bonnes revues, mais on a eu un blackout des médias comparé par exemple à Libérer votre cerveau où là, oui, c'était limite une hystérie médiatique, d'ailleurs presque excessive, soyons honnêtes. Où j'avais été invité partout. Je me rappelle quand j'avais fait le tour en Belgique, c'était, j'aurais dû me syndiquer à l'époque. Donc ce qu'on voit, non mais vraiment, ce qu'on voit réellement, c'est que on a une certaine presse qui est l'ennemi de la vérité. Enfin, je veux dire, la société, elle est simple normalement. La presse doit être l'ami de la vérité. Point. Quand le journaliste se lève le matin, il doit être l'ami de la vérité. Et ce qu'on a vu avec l'Express Gate, c'est des journalistes ennemis de la vérité. On avait vraiment l'impression que la charte de Munich, c'était comme de l'eau bénite pour un vampire. C'est ça qu'on voyait en fait. On leur parlait de la charte de Munich. Ah mon Dieu, ils étaient en train de hurler comme s'ils allaient se dissoudre face à ce rayon de soleil, face à cette giclée d'eau bénite qui était la charte de Munich. C'est gravissime tout de même. Un journaliste normalement devrait chérir la charte de Munich. Il devrait certainement pas l'attaquer comme on l'a vu là. Et vous avez parlé du mot complotiste, qui aujourd'hui ne fait plus peur à personne, soyons clairs. Il a été mis sur ma page Wikipédia et c'est un honneur pour moi. Je l'attendais, je le voulais, je le désirais comme une légion d'honneur parce qu'on a atteint quand même un monde où les théories du complot d'il y a un an sont devenues réelles. Je rappelle que les fact-checkers avaient dit que le pass n'existerait jamais. Les fact-checkers avaient dit que une certaine décoction serait efficace en 2 doses. Et puis les fact-checkers avaient fait tout un tas d'annonces concernant un pangolin qui se sont avérées être quelque peu fausses. Alors le philosophe français Alexis Haupt, que je salue, a donné un nom à ce phénomène hystérique. Il a appelé ça le complot-sophisme, c'est-à-dire appeler quelqu'un complotiste quand vous n'avez pas d'argument, le complot-sophisme. Et ce que Libération, qui appartient au même groupe de presse que l'Express, et donc il faut être très clair, de la même façon que une marque de moutarde appartient à Unilever, une marque de moutarde et de dentifrice appartiennent à Unilever, l'Express et Libération appartiennent au même consortium, dirigé dans le cas de l'Express par Alain Veil, qui est un personnage hautement controversé, richissime dans l'immobilier, qui a échappé à la faillite avec des coups assez tordus selon Didier Maisto et Philippe Béchade, et qui est donc une personne qui n'a pas de compétences particulières pour la presse. D'ailleurs, le sénateur Yves Pozzo di Borgo l'appelle le bistrotier. C'est pour vous donner vraiment une idée de la profondeur journalistique de ce personnage, par ailleurs condamné au pénal en diffamation, si ma mémoire est bonne, pour avoir diffusé de fausses informations. Eh bien, quand le groupe Altis et ses affiliés attaquent Carl Zero en parlant de financement participatif, pour conclure, mais alors qu'ils rendent leurs subventions. Parce que la subvention, c'est un financement participatif. C'est l'impôt des Français. L'impôt, c'est un financement participatif. Par définition, l'impôt est un financement participatif. Sauf que dans le financement participatif, le Français a le droit de dire où va son argent. Et quand on subventionne la presse, je crois, à hauteur de 6 milliards, soi-disant l'hôpital manque de moyens. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est pas soi-disant. L'hôpital manque de moyens, mais on a considéré de 2020 à 2022 qu'il fallait donner plus de 6 milliards par an à la presse. À cette presse, pas à la vôtre. Vous n'êtes pas subventionné, vous, par exemple. Ah bah non. Pourtant, vous êtes de la vraie presse. Donc voilà le sujet. Fondamentalement, voilà le sujet. Comment on peut parler de complotisme et de financement participatif douteux quand on touche soi-même des millions, et je parle même pas, évidemment, d'autres journaux qui ont touché de l'argent. Et on pourra faire un comparatif, pour aller dans votre sens, Idriss Aberkane, entre les subventions reçues et le nombre de journaux achetés malgré tout par les lecteurs. Par exemple, si on prend La Croix, je crois qu'on est vraiment sur des chiffres vraiment ridicules qui sont au niveau du millier. Donc voilà, ça pose quand même des questions sur le rôle du journaliste. Je me tourne vers Valentin Schirmer. Oui, je voudrais revenir avec Idriss Aberkane et ensuite, parce que Pierre-Yves Faugeron voudra réagir également à la chose, sur cette note de la rédaction qui précède l'article de l'Express, parce que ça en dit vraiment aussi long sur... C'est pas seulement de la censure. Donc ils expliquent qu'ils n'avaient pas consenti à diffuser cette interview alors qu'ils avaient consenti à être enregistrés. Et ils expliquent que cette opposition lui a été signifiée en début d'interview et rappelée à la fin, alors que M. Aberkane s'était autorisé des propos paranoïaques et méprisants
qui, s'ils ne tromperont pas les auditeurs avertis, donc à mon avis, ils parlent les lecteurs de l'Express, peuvent alimenter la haine des journalistes dans les réseaux complotistes. C'est-à-dire cette censure vient aussi d'une pensée, cette caste pense que certains lecteurs ne sont pas assez, je sais pas, matures ou intelligents pour interpréter librement des propos, alors qu'ils viennent de vous reprocher juste avant des propos méprisants. Ça en dit quand même long sur cette psychologie. On a un double problème. Le problème, c'est le fait que des journalistes s'opposent à la vérité. La simple vérité qu'ils dissimulent dans cet article, on ne peut pas vraiment appeler ça un article, mais la simple vérité, c'est que eux ont tenté une intimidation judiciaire, complètement fausse. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, ils ont tenté, ce sont des journalistes, pour empêcher la vérité de sortir, ils ont envoyé un avocat plaider un article qui était inapplicable, et n'importe quel juriste, n'importe quel avocat vous confirme que cet article était inapplicable. Donc ils ont tenté un terrorisme judiciaire. Il faut être très clair. Le journaliste, normalement, n'a pas à utiliser le terrorisme judiciaire contre la vérité. C'est la base absolue. Celui qui utilisera le terrorisme judiciaire contre la vérité, c'est le gros industriel que le journaliste interviewe, par exemple. Si un journaliste interviewe un gros industriel des hydrocarbures sur les dégazages illégaux, je comprends que le gros industriel des hydrocarbures vienne sortir ses avocats. Il est dans son rôle. Mais le journaliste, lui, n'a pas à faire ça. Donc, pour essayer de distraire cette honte, parce que c'est une honte. Je veux dire, pour tous les journalistes lanceurs d'alerte qui ont fait leur travail, qui se sont retrouvés au pénal, qui ont dû plaider. Je pense notamment à Olivia Recassens, qui avait sorti un livre sur les services secrets français et qui s'est retrouvé à plaider. Pour tous les vrais journalistes qui font leur travail, c'est une insulte, c'est une honte. Et pour effacer cette honte, eh bien oui, en bon commissaire du parti, ils vont utiliser des mots. À l'époque, c'était bourgeois, à l'époque, c'était fasciste, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est complotiste. Ils vont utiliser des mots pour essayer de dissimuler un fait simple et avéré. Ce sont des journalistes, ils ne doivent pas s'opposer à la parution de la vérité dans son intégralité. À aucun moment je n'aurais édité l'interview. Je leur avais clairement dit, elle sera publiée dans son intégralité. Il n'y aura pas de triche, contrairement à d'autres médias. On l'a entendu. Eh bien, eux, évidemment, ont tout fait pour l'empêcher. Et aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a eu aucun procès, j'ai reçu aucune lettre d'avocat, il n'y a eu aucune plainte, parce que leur argument, leur terrorisme judiciaire était bidon, il faut être très clair. Mais le deuxième point, c'est le terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel, que Montaigne appelait la tyrannie parlière, c'est malheureusement le grand moteur qui a fait ressortir les grands penseurs français. Je veux dire, les grands comme Montaigne, comme Rousseau, les grands penseurs de l'esprit français, comme Descartes, ont toujours eu à faire face au terrorisme intellectuel. Alors attention, soyons très clairs, à aucun moment ce que je fais n'est comparable de près ou de loin, et même avec 3 grammes d'alcool dans le sang, à Descartes, à Rousseau ou à Montaigne. Mais il faut bien montrer que c'est le même phénomène. Simplement, un Montaigne, un Descartes ou un Rousseau ne peut quasiment plus aujourd'hui émerger en France parce que le terrorisme intellectuel est devenu totalement excessif, totalement brutal. Et quand on a, pour conclure, un journal comme l'Express, qui se prétend journal, même si des journalistes syndiqués de l'Express avaient fait valoir des banderoles à l'époque du rachat par Patrick Drahi, l'Express, en 2 mots, nous sommes devenus l'ex-journal, nous sommes devenus l'Express. Eh bien, des journalistes encartés, il y avait un qui était encarté, à savoir Victor Garcia, et une autre, c'est bien pire, qui était étudiante. Ça veut dire qu'elle est en train de se former intellectuellement. Et pendant qu'on la forme intellectuellement, on lui dit, écoute des blogueurs qui n'ont pas de carte de presse dire que la charte de Munich ne fonctionne pas. Eh bien, quand des journalistes pratiquent le terrorisme judiciaire d'une part et le terrorisme intellectuel d'autre part, ce ne sont plus des journalistes. Alors, on va continuer de parler de ce terrorisme intellectuel qui est vraiment aujourd'hui notre lot à nous tous, journalistes indépendants. Et c'est pour ça aussi que nous sommes avec Pierre-Yves Rougeron aujourd'hui et vous, Idriss Aberkane. On continue d'en parler. Il est 9h02, c'est l'heure de faire un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Vue de haut. Et nous parlons aujourd'hui pour cette grande et belle vue de haut jusqu'à 9h30 de terrorisme intellectuel, de censure de certains médias par d'autres médias. Nous en parlons puisque, vous l'avez compris, chers auditeurs, nous avons tenté de monétiser, nous, notre chaîne YouTube. Eh bien, nous avons reçu un refus car, selon YouTube, notre contenu est nuisible et préjudiciable à nos auditeurs. Voilà, vous le saurez. Et puis, il y a eu cette série d'affaires, on va dire, Libération
Libération qui a publié le 17 août, qui a parlé de chez les complotistes le financement participatif comme modèle de business, en citant notamment Carl Zero. Il y avait également l'affaire de l'Express Gate. Et puis, je vais en citer un autre. Tiens, ça c'est La Libre, un journal belge qui titre le 27 août « Allemands et Italiens rescapés de l'enfer russe ». Voilà comment on réhabilite doucement le nazisme au profit, évidemment, des Allemands. Et donc, tout ça pour, on va dire, montrer qui est vraiment l'ennemi d'aujourd'hui, c'est la Russie. Toutes ces questions nous entraînent aujourd'hui à se poser la question, est-ce que ce terrorisme intellectuel a toujours existé? Est-ce que nous ne sommes pas aussi nous-mêmes en train de nous victimiser, finalement, qui est aussi une erreur de notre temps? Quelle a été l'évolution, finalement, dans ce champ médiatique, Pierre-Yves Rougeron? Alors, déjà, il faut bien comprendre que dans la culture politique française, le terme censure a non pas deux acceptions, mais a eu deux types de manifestations. Il faut bien comprendre qu'une certaine censure est une censure capacitaire. Je m'explique. Pendant très longtemps, nous avions une censure ecclésiastique pointilleuse sur tout ce qui était les manifestations de mœurs. Il ne vous aura pas échappé que cette censure a été prise légèrement en défaut à la Renaissance, car il y a quand même une certaine image du corps, et du corps féminin particulièrement, qui se généralise à la Renaissance et qui n'est pas tout à fait, disons, totalement innocent. Mais elle a passé la censure par quoi? Par capacité. Peu importe, c'est bien fait. On ne l'admet pas, mais on ne sanctionne pas. En réalité, on avait une censure qui a pu à certaines époques être lourde, la censure monarchique ou censure ecclésiastique, mais on a veillé, parce que c'était l'évolution de l'État moderne, à quand même des lourdes portes de liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a deux règles vis-à-vis de la pensée étatique et la liberté. Un, nul n'est libre dans un État qui ne l'est pas. Donc, quand vous n'êtes pas dans un pays souverain, vous n'êtes pas un homme libre et vous ne pouvez pas l'être. Il faut l'accepter. Et deuxièmement, l'État, comme c'est une structure qui ne vit pas nécessairement sur la brutalité, ce qui n'est pas le cas des structures impériales, vu que c'est des structures de conquête, l'État peut vivre de la liberté, puisque l'État est une structure fragile, qui a donc besoin d'analyse et d'information en permanence. L'État, c'est un cerveau collectif, qui ne peut pas s'interdire de penser. C'est pour ça que, par exemple, prenez le cas de l'intelligentsia militaire, elle obéissait jusqu'à une date très récente à une règle qui était « la parole est serve, mais la plume est libre ». Or, et ça c'est une très belle définition de ce que j'appellerais le contrôle de l'information à la française. C'est-à-dire, là encore, vous comprenez, la plume est libre. C'est-à-dire que si vous arrivez à un certain niveau de raisonnement où celui-ci peut être écrit, banco. Or, le problème, c'est que nous avons eu une déferlante qui a été la déferlante libérale d'abord, stalinienne ensuite, qui sont deux différentes. Quand vous êtes stalinien, comme sur la parole de Garaudy, vous êtes un fonctionnaire de l'absolu. Donc il est normal que vous interdisiez les gens. C'est normal, vous êtes le représentant de bien sur terre, point barre. La censure libérale est bien pire, quand on voit par exemple l'impact absolument nuisible, là, pour le coup, qu'a eu une partie de la doctrine de François Furet sur l'enseignement de la Révolution, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prêchent la tolérance et qui éliminent tout le monde une fois qu'ils sont en place. Mais et qui éliminent, comme généralement les hommes de gauche, je prends par exemple des gens comme Soboul ou Mathiez, dans le cas toujours de l'enseignement universitaire, n'ont jamais purgé les monarchistes. Les monarchistes légitimistes en France avaient le droit à leurs chaires universitaires jusqu'à l'arrivée des hommes de Furet au cours des années 80. Au passage, Furet, homme de gauche, ancien stalinien, puis libéral européiste, aux côtés de Pierre Rosanvallon. Épurateur féroce. Or, cette mentalité de libéral épurateur est la mentalité profonde de la presse française aujourd'hui. C'est la mentalité qui est revenue après les grandes ouvertures de presse qui ont été celles de Camus et d'autres. Aujourd'hui, maintenant, c'est un stalinisme rose bonbon, anciennement antifasciste, mais toujours pas antitotalitaire, et qui ne demande que ça, parce que c'est un système qui aujourd'hui
refuse les limites de l'État légal qu'il a accepté encore hier. Je vais vous donner un exemple avec un titre de presse pour lequel je n'ai aucune affection, mais qui m'ont pris pour cible à intervalles réguliers, qui est Rivarol. Rivarol va perdre sa commission paritaire, qui à titre personnel m'indiffère complètement. Le problème, c'est que les gens qui l'ont fait, à savoir toute la bande de Tristan Mendès-France et autres, quand vous voyez ce que ces gens-là se disent sur leurs propres réseaux sociaux, ils vous disent, bon, Rivarol, c'est bien, mais en réalité, ce n'est que le début. Prochaine étape, Front Populaire, valeurs actuelles. Voilà les cibles. Parce qu'en réalité, d'aller attraper, et c'est pour ça que les libertés d'expression doivent être entières, d'aller attraper les extrémistes pour ensuite venir sur les opposants sérieux pour les purger est une vieille tactique policière. Et dernier point, il faut quand même bien avoir en tête que, qu'on l'accepte ou pas, nous sommes dans des constitutions d'inspiration libérale où la bêtise est un droit constitutionnel. Donc, il y a des gens qui écrivent des bêtises, ils ont le droit de les écrire. Je pense qu'il y en a autant à l'Express qu'il y en a dans la presse de droite ou d'extrême droite. La bêtise est un droit constitutionnel et le pluralisme une obligation démocratique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une grande, la fin et donc la radicalisation d'une grande vague qui a débuté dans les années 70 d'épuration intellectuelle et qui est, je pense, ce n'est pas la première de l'histoire de France, mais c'est certainement la pire parce qu'elle a déjà énormément coûté à l'esprit français. On ne compte plus les penseurs qui sont au purgatoire et je pense que l'index de l'Église catholique a certainement mis au bûcher moins de livres que la démocratie d'Raï Nouvelops. Mais vous pensez là clairement, aujourd'hui concrètement, que le Front Populaire, par exemple, ou Valeurs Actuelles que vous citiez, sont en danger ? Nécessairement, à terme. Tout simplement parce que le retour de souveraineté qui est présent dans une partie de la ligne de Valeurs Actuelles, et totalement chez nos camarades de Front Populaire, parce qu'ils le savent très bien, retour de souveraineté implique retour de la démocratie dans ces deux acceptions, c'est-à-dire retour de l'effectivité de la décision politique voulue par le peuple, point 1, mais la démocratie, c'est pas que ça. La démocratie, c'est aussi un esprit, comme le disait Giovanni Sartori, où la parole de l'autre, parce qu'il est citoyen, doit avoir une place et être acceptée. Et là, pour le coup, c'est une déclaration de guerre hors norme à ces gens-là. Ils le savent très bien. Ils savent que c'est la dernière rente sur laquelle ils sont. Et vous avez chez eux, je pense, un mouvement qui se fait entre ceux qui vont être dans l'offensive, ce qui est le cas des zététiciens, ce qui est le cas de tous ces gens qui sont, eux, dans une dynamique policière. Et l'autre, qui est, et là je vais vous donner l'exemple qui est le plus récent, qui est l'exemple Pio Mora sur la guerre d'Espagne. Vous avez vu ce gigantesque gag du lynchage d'un ouvrage qui était publié depuis des mois. Je le sais, c'est l'un des miens qui l'a traduit. Donc qui était publié depuis des mois, qui se vendait très bien. Puis à un moment, il y a eu un mec qui a dû être dans une librairie, ce qui leur arrive rarement. Il a dit, mon Dieu, Oresco Referens, vite, appelons les flics. Or, qu'est-ce que comme disait l'autre, on débat pas, on appelle la police. Ils ont essayé une attaque médiatique qui a lamentablement échoué. Et aujourd'hui, ils sortent un article quasiment par jour sur ce livre, uniquement dans des médias payants. Et ça, c'est une tendance naissante du repli sectaire d'une partie du camp du bien. C'est-à-dire, bon, les médias ouverts, on les fera fermer. Maintenant, on se parle qu'à nous et on devient les bulletins paroissiaux des gens du bien. Et ça, c'est toute une partie de la presse, d'ailleurs pour une partie anciennement de qualité. Complètement, et d'ailleurs c'est l'un des autres drames de la censure, c'est que ce n'est pas seulement un risque pour les citoyens, c'est aussi que cet entre-soi et ce refus de la pluralité entraîne nécessairement une dégénérescence de l'État et des élites intellectuelles, Idriss Aberkane. Oui, et c'est vraiment très bien résumé par Pierre-Yves Rougeron qui a vraiment un esprit de synthèse. Pour travailler avec lui depuis longtemps, je le savais, mais là c'est impeccablement résumé. Moi, ça me rappelle en fait, et le lien avec l'État, il est évident. Ça me rappelle la période des trusts dans l'histoire américaine. Il faut savoir que au tournant du 19e siècle, début du 20e siècle,
vraiment toute la vie publique américaine était contrôlée, même l'économie était contrôlée par des grands trusts, notamment l'acier avec Carnegie, le chemin de fer avec Vanderbilt, et puis le pétrole, les huiles avec les Rockefeller. Et les méthodes qu'a décrit Pierre-Yves Rougeron sont les mêmes que les méthodes d'intégration verticale et horizontale des Rockefeller. Alors, intégration horizontale, ça veut dire que vous étouffez votre concurrence, vous détruisez la concurrence. Alors, en pratiquant des méthodes illégales, et c'est ce que faisaient les Rockefeller, ils étouffaient leurs concurrents en pratiquant des méthodes illégales pour les forcer à vendre. Et c'est ce que décrit Pierre-Yves Rougeron quand il dit, voilà, on a une certaine presse qui va attaquer la presse plurielle, parce que c'est essentiel d'avoir une presse plurielle en démocratie. Et vous avez des pays pour qui c'est dans la Constitution, le pluralisme. Et en France, vous avez des textes officiels qui confirment que le pluralisme est important. Ben là, vous avez des trusts qui vont s'entendre pour détruire le pluralisme, donc de la même façon que Rockefeller détruisait sa concurrence. Et puis, vous avez l'intégration verticale ensuite, c'est-à-dire les fournisseurs, et ça, ce sont les agences de presse. Vous avez un récit, de la même façon que les Rockefeller vous vendaient des huiles, aujourd'hui, on vous vend un récit. Et donc, il faut qu'il n'y ait qu'une seule source pour le récit. Donc, il faut qu'il n'y ait que quelques agences qui soient autorisées, qui soient présentées comme des agences de presse, ce qui ne sont pas forcément. Je pense à l'AFP, qui n'est plus une agence de presse aujourd'hui, comme on l'entendait autrefois, et comme on l'entendait au temps des reportages, même au temps des lanceurs d'alerte, même ne serait-ce que dans les années 70. Aujourd'hui, on a plutôt des instruments de censure. Et puis après, de la même façon qu'on avait les briseurs de grève ou qu'on avait l'agence Pinkerton pour empêcher justement les trusts de rencontrer un pouvoir d'opposition de la part de leurs salariés, bah aujourd'hui on a les fact-checkers, les zététiciens, etc., qui font exactement le même travail que l'agence Pinkerton du temps des Rockefeller, qui viennent briser toute dissonance, qui viennent empêcher toute voix dissonante d'émerger. Donc ces trusts, bah, les Américains, ils les avaient détruits avec deux personnages, à savoir Theodore Roosevelt, parce que c'était un président fort, c'était un président de caractère charismatique fort. Il est pas sur le mont Rushmore pour rien. Theodore Roosevelt, c'est un des plus grands présidents de l'histoire américaine. Il a détruit les trusts. Et il s'était entouré d'un procureur général qui était le petit-neveu de Napoléon Bonaparte, c'était monsieur Charles Bonaparte, qui a créé ce qui allait devenir le FBI avant qu'il devienne corrompu par John Edgar Hoover, qui lui, évidemment, était un corrompu de première, comme on le sait. Mais monsieur Charles Bonaparte, petit-neveu donc de Bonaparte, a créé le bureau d'investigation avec un seul but, détruire les trusts qui possédaient de la presse. Rappelons que la guerre américano-espagnole sur Cuba avait été faite par ce fameux journalisme jaune. Donc c'était vraiment procurez-moi les photos, je vous procurerai la guerre. Enfin, Pierre-Yves connaît ça beaucoup mieux que moi. Et donc réellement, on voit un phénomène qui avait été réglé au 19e siècle, qui était connu au 19e siècle, et on voit ce retour en arrière aujourd'hui avec des trusts de l'information. Vous, par exemple, vous avez été censuré par Google. Google est un trust. Google est un des plus grands trusts au monde. Google aurait dû être sous opération antitrust dans les années 90. Il ne l'a pas été à cause de la concurrence chinoise. Les Américains ne voulaient pas détruire leur propre fleuron. Mais au moins, même Bill Gates avait été mis face à une affaire antitrust dans les années 90. Donc c'est pour rappeler, on est aujourd'hui, pour résumer, on est exactement comme en 1901 ou jusqu'en 1922, du coup, parce qu'en 2001, on aurait dû briser les trusts. On n'avait pas de Theodore Roosevelt. Et au lieu de briser les trusts, vous savez quoi ? On les a subventionnés. Pierre-Yves Rougeron. Je pense le parallèle sur les trusts est absolument nécessaire. C'est une belle balle qui a été envoyée par Idriss. Faut bien comprendre que vous avez eu ça a existé et ça a existé jusqu'à une date encore récente, si vous voulez. Moi Pierre Péan, je l'ai connu. Enfin, je l'ai rencontré. Richard Labévière exerce encore. Le meilleur journaliste politique de cette génération, pour moi, c'était Philippe Cohen. Philippe Cohen est mort il y a quelques années. Malheureusement, il nous a été enlevé jeune, malheureusement. Mais des individualités ont pu survivre. Mais aujourd'hui, le système se radicalise. Il se radicalise dès l'école de journaliste. Il se radicalise dans la définition de journaliste. C'est-à-dire que avant, selon la belle formule d'Henri Béraud, il y avait un côté flâneur salarié dans le journalisme. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'es pas passé par une école. Hop là, faut voir ce que c'est une école de journalisme. Moi, j'en ai rencontré un travail régulier. Je peux dire que c'est impressionnant. Donc, moi, je me rappelle d'un gamin de 21 ans qui, quand je lui demande la définition de son métier, qui me sort, je flinguerai tous ceux que mon rédac chef voudra. Oula. Point.
Et là, je lui dis, tu iras loin dans la vie, mon petit. Je dois dire, j'étais légèrement estomaqué parce que si peu d'idéalisme si jeune. Or, vous avez la concentration économique de l'information, l'entre-soi et l'entre-léchage sociologique et intellectuel, et qui, pour le coup, défait le faux problème qui est, il faudrait une balance idéologique. Pendant la crise de la grande peste que nous avons vécue pendant 2 ans, je n'ai pas souvenir que les journalistes dits que une partie de journalistes dits de droite ait été moins jaune que les autres. Tout à fait. Le problème, c'est ce n'est pas de faire de la contre-information face à de la désinformation. Le problème, c'est de faire de l'information. On a pu le faire. Je rappelle que le grand siècle de la presse, c'est le 19e, fin 19e, début 20e, vous avez des journaux qui tirent à des millions et qui se compensaient idéologiquement, mais qui avaient une religion des faits. Et on les interprète différemment, mais au moins on reconnaît les faits. Aujourd'hui, la réalité est négociable. Ça, c'est une grande nouveauté de l'ère virtualiste. Rappelez-vous que Baudrillard, qui était le dernier penseur à avoir écrit dans Libération, a été viré de Libération pour avoir dit parfois que la réalité est. Bon. Or, c'est quand même choquant, faut le dire. Si la réalité est le premier pas vers la cellule, eh bien, vous allez voir la taille des bâtiments. Est-ce que c'est pas aussi ce qui nous attend pour ouvrir un petit peu la perspective, puisqu'on arrive en fin d'interview, vous l'avez bien décrit, Pierre-Yves Rougeron, cette dualité en fait entre un média, enfin un ensemble de médias, un conglomérat on va dire de médias, avec cette concentration idéologique de médias subventionnés qui vont finalement rester entre eux, ce repli, qui vont se servir la soupe les uns les autres, et puis cette nouvelle forme aussi, on peut dire, de résistance intellectuelle qui en opposition est en effet un média libre qui fait des appels aux dons, comme on a pu le voir avec l'histoire de Karl Zéro, mais également nous ou vous, Pierre-Yves Rougeron. Est-ce qu'il va y avoir cette scission, cette dichotomie de plus en plus importante entre deux types de médias? Alors, si on fait un minimum de prospective, à titre personnel, évidemment, c'est très tendancieux et on peut et parfois on espère être démenti par les faits, ce qui est assez souvent mon cas. Pas d'être démenti, mais d'espérer l'être. Or, le problème, pour moi, voilà ce qui peut arriver. Je pense que de toute façon, et c'est là où ce que j'appelle la morale des gentils des bons garçons, vous savez, cette expression américaine qui est obsessionnelle dans une part de vocabulaire américain, qui est good guys. Et la morale des bons garçons va se heurter aux velléités du système, c'est-à-dire, moi, je connaissant très bien une partie des journalistes alternatifs, certains sont des amis personnels, je sais très bien que eux, ils veulent faire pour beaucoup leur métier honnêtement et ils ne veulent de mal à personne. Le problème, c'est que faut pas être deux pour faire une guerre, il suffit qu'il y en ait un qui la veulent. C'est la première leçon de la polémologie. Or, ils ne vous lâcheront pas parce qu'ils veulent l'hégémone, ils veulent pas le pouvoir. Le pouvoir, ils l'ont déjà. Ils veulent l'hégémone, c'est-à-dire ce n'est pas votre influence qui leur fait peur. Évidemment, vous en prenez de plus en plus, alors c'est pour eux un danger, mais c'est votre existence qui pose problème. Donc, ils continueront. Une partie va se replier pour devenir le bulletin de la secte, mais lui, le bulletin de la secte a une importance. Ils sont pas aussi stupides qu'ils en ont l'air. Ils savent que la courbe démographique se retourne contre eux. Les gens médias dépendants, c'est une génération qui avance dans le temps. Et comme vous le savez, plus on avance dans le temps, moins de gens connaîtront l'empereur. Voilà, c'est comme ça. Et donc ils se disent, cette bête fauve qui est cette partie de la jeunesse française, et moins jeune d'ailleurs, ça quand même, ça infuse dans les générations supérieures, qui contrebalance notre parole sacrée, eh bien, nous les traiterons par la schlag, d'abord, tant que le pouvoir sera de notre côté, policière et politique, mais nous les traiterons également par une mise au ban idéologique et une mise au banc éducative. Et je pense que le prochain grand combat qui est nécessaire vis-à-vis de l'information, c'est de solidifier le socle de culture générale d'une partie de la population, parce que ce qu'ils vont faire, c'est très simple. Ils vont profiter de l'effondrement de l'Éducnat et ils vont
imprimé dans le marbre pour tous ceux qui voudront bouger socialement vers le haut. Si vous voulez vous sortir de la glaise, vous prêtez allégeance, point barre. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans la promotion d'élite de ce que Emmanuel Todd appelle des crétins diplômés, c'est-à-dire des gens qui, avant tout, sont des catéchumènes du camp du bien, de plus en plus. Et ça va se radicaliser par une tendance sectaire qui va, en plus, s'amplifier, parce que derrière, vous avez un jeu de puissance qui fait que le camp du bien est malheureusement dans le même état que son champion actuel, qui est M. Biden. J'épiloguerai pas sur la question, mais je pense que tout le monde va vous en venir. Or, et donc, ils vont commencer la chasse aux suspects. Ça a commencé. Les réseaux du Kremlin en France, votre serviteur, j'y suis passé. Le dernier rapport de l'INSERM sur les incursions chinoises, où il y a dedans des éditeurs qui publient des ouvrages pour juste l'échange culturel et qui se retrouvent fliqués par le think tank de l'école militaire. Faut quand même y aller. Et voilà comment ça va se terminer. Plus ils vont voir que, en réalité, leur virtualisme s'effondre face à une réalité bien tangible et qui avance tous les jours, et bien plus nous serons vus comme non pas ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui essayent que la polyphonie du monde résonne encore un peu en France, mais des gens qui sont évidemment la 5e colonne du fantasme mondialisme qui est, vous savez, la fameuse démocratie libérale qui est partout sous le tapis derrière le papier peint, et dont malheureusement nous serons vus comme la 5e colonne, et donc on est en droit de nous priver de nos droits. Prenez le discours de base du premier député LRM, c'est malheureusement ça. Je voudrais, Idriss Aberkane, vous aussi, vous donner la parole pour finir, pour conclure sur ce que vous pensez, comment vous voyez les choses dans l'avenir médiatique et la parole qui sera donnée à des gens comme vous. Est-ce que vous pensez que ça risque de se crisper encore plus ? Oui, mais je reste optimiste parce que on a tiré finalement, notamment avec François, 2 grandes leçons, par exemple de l'Express Gate. La première, c'est qu'on peut acheter un journal, mais on ne peut pas acheter le journalisme. Donc, comme on peut acheter un journal, mais qu'on ne peut pas acheter le journalisme, on se retrouve aujourd'hui avec des journaux qui font la guerre au journalisme. Et l'Express a fait la guerre au journalisme. Et c'est ça l'Express Gate, c'est que l'Express a fait la guerre au journalisme, l'a revendiqué et a interviewé un blogueur sulfureux pour dire oui, il faudrait changer la charte de Munich parce que le journalisme, ça nous ennuie quand même. Nous, on est un journal à vendre, on va pas quand même pratiquer le journalisme. Donc, première leçon, on peut acheter un journal, on ne peut pas acheter le journalisme. Donc, du coup, on a des journaux qui vont faire la guerre au journalisme. Deuxième leçon, si vous tenez tête aux terroristes intellectuels, ils se délitent. Pour résister aux terroristes intellectuels, il suffit de les regarder droit dans les yeux et de les combattre. Il faut combattre les terroristes sous n'importe quelle forme, et les terroristes intellectuels, il faut les combattre aussi. Donc, si vous regardez droit dans les yeux les terroristes intellectuels, que vous les contrefilmez, que vous montrez les pratiques absolument déloyales et détestables qu'ils peuvent utiliser, vous allez les voir paniquer. Et ce qu'on a vu avec l'Express Gate, c'est ça, ils ont paniqué. Ils ont fait 3 articles. Mais attendez, 3 articles pour un sujet qui était un fait divers au départ, qui était le développement personnel. Bon, c'était un fait divers estival, et ils ont fait 3 articles. Pourtant, comme disait Talleyrand, quand on a raison, on n'écrit pas 40 pages. Quand on a raison, on fait pas 3 articles, on n'invite pas des blogueurs sulfureux pour expliquer qu'il faut changer la charte de Munich. Et pour défendre Karl Zero, pour terminer, et pas seulement Karl Zero, je rappelle qu'il y a eu Thinkerview aussi, qui avait été attaqué par Mendes France. Vous savez, Mendes France, son grand-père était un grand homme. Son grand-père était un très grand homme. Lui, il est ce qu'il reste. Bon. Mendes France a attaqué Thinkerview, notamment parce qu'ils étaient financés participativement. Thinkerview a eu beaucoup de financement participatif. Je vais conclure là-dessus sur le financement participatif. On voit bien que ces gens-là ne font pas de journalisme. Parce que s'ils connaissaient leur histoire, s'ils avaient un tant soit peu de culture générale, et simplement de culture générale journalistique, ils connaîtraient par exemple l'histoire de la Statue de la Liberté. Et ça va leur faire très très mal, cette histoire, parce que elle contredit tout ce qui a été dit dans le groupe Altis, la Libération, à savoir les complotistes font du financement participatif. La Statue de la Liberté, elle est offerte par la France aux États-Unis.
mais son piédestal n'est pas offert. Il faut le financer. Le piédestal de la Statue de la Liberté, c'est une histoire vraie ce que je vous raconte. C'est pas une métaphore. Et pourtant, vous allez voir, c'est une métaphore parfaite de ce qu'il se passe. Eh bien, le piédestal, les Américains ne voulaient pas le financer. Alors, ils ont dit oui, on veut bien le financer, mais si c'est une pub. Alors, vous avez eu un projet, par exemple, que la Statue de la Liberté, au lieu d'avoir la flamme de la liberté, elle aurait eu un baril de pétrole. Je ne plaisante même pas. C'est pour vous montrer comment dire, le destin subconscient des États-Unis. On a eu une proposition où, au lieu d'avoir la flamme de la liberté, il y aurait eu un baril de pétrole. Et Dieu sait que cette proposition se serait retrouvée magnifiquement illustrée pendant les deux guerres du Golfe. Eh bien, pour financer ce piédestal, qu'est-ce qui va fonctionner? On a un appel au financement participatif avec des pièces jaunes. C'est ça qu'a inventé les pièces jaunes. On propose d'envoyer des centimes américains, des centimes de dollars, par la poste dans des enveloppes physiques. Et cet appel aux pièces jaunes va financer le socle de la Statue de la Liberté. Et vous savez qui c'est qui a fait cet appel aux pièces jaunes? C'est un certain Joseph Pulitzer. Donc, Joseph Pulitzer a financé le socle de la Statue de la Liberté par le financement participatif. Ah oui. En ce moment, à ce qui paraît, il faut dire prends ça Poutine. Eh ben moi, je vais vous dire prends ça Libération. Eh bien, merci beaucoup. Et on va terminer sur ce mot de la fin. Idriss Aberkane et Pierre-Yves Rougeron, merci pour cette belle vidéo sur le terrorisme intellectuel qui n'est finalement qu'une ouverture pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison 2. Retrouvez Ligne droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.